Bonsoir à tous. À la une de ce journal, l'agence de voyage de Fitnex, un théâtre d'un meurtre effroyable dans la nuit de mercredi à ce jeudi à Douala. Un homme, gendarme en civil, a été tué à coups d'armes blanches et de gourdins à la suite d'une violente dispute sur l'utilisation de toilettes payantes. Un drame qui suscite la consternation et l'incompréhension sur les circonstances d'une telle tragédie. Vous suivrez en ouverture de ce journal le film intégral d'une vive altercation mortelle dans cette agence de voyage. La Grande-Bretagne, membre du Conseil de sécurité des Nations Unies, est insatisfait de la gestion de la crise dans le nord-ouest et le sud-ouest au Cameroun. Le haut-commissaire du Royaume-Uni exhorte le Cameroun, le gouvernement camerounais et les groupes armés séparatistes à aller plus loin pour le retour définitif de la paix et la prospérité dans le nord-ouest et le sud-ouest. Ce sujet brûlant d'actualité était au cœur des échanges entre le chef de l'État du Cameroun et le diplomate anglais au Palais de l'Unité à Yaoundé. Vous l'écouterez dans ce journal. Et en plein préparatif du budget 2021, le gouvernement est sous pression du secteur privé. Le président du JICAM, Célestin Tawamba, exhorte le gouvernement à mettre en urgence un plan de relance de la croissance économique et un accompagnement du secteur privé durant tout l'exercice budgétaire de l'année 2020. Quelles sont les nouvelles propositions du JICAM? Quel est le plaidoyer du secteur privé? Vous les écouterez au cœur de ce journal. Merci de suivre cette édition complète de l'information sur Equinox Télévision. C'est une scène tragique et inattendue qui s'est produite dans la nuit de mercredi à ce jeudi dans l'agence de voyage de Fitnex située en plein cœur du centre-ville de Douala. À la suite d'une violente dispute sur l'utilisation de toilettes payantes, un homme, gendarme en civil, a été tué à coups d'armes blanches et de gourdins, des armes blanches utilisées pour en découdre avec la vie d'un Camerounais à la suite d'une vive altercation. Le récit des faits avec Innocent Abega et Jean-Paul Chouniat. Une image insoutenable et même surréaliste. Ce crime à ciel ouvert tourne en boucle sur les réseaux sociaux depuis de longues heures, suscitant surtout de vives émotions de voir des individus assommant de coups de poing et gourdins les deux gendarmes en civil descendus à l'agence Fitnex Voyage de Douala. La scène se déroule autour de 20h35 en cette soirée du 22 juillet. De nationalité RD congolaise, voici l'un des bourreaux du béret rouge décédé qui a asséné le coup fatal, comme le montre cette scène filmée depuis la caméra de vidéosurveillance. Constatant son forfait, le meurtrier prend la fuite avant d'être rattrapé par les éléments des différentes unités de la Légion de gendarmerie du littoral. Quand tu as pris la latte, est-ce que tu me contredis que tu n'as pas pris la latte et que tu n'es pas resté devant le mort quand tu as vu qu'il est mort? Tu as vu, tu as habillé avec ta casquette, tu es devant lui, non? Tu as eu des remords devant lui, non? Tu peux connaître, non? C'est pas tout le monde qui les gens qui le tapent. Et l'arme du crime, la voici. Voilà, là, ici. C'est avec la latte, c'est plus long, voilà même le sang. Les gars, comment tu dans une agence, quelqu'un est là, lui, jour. Voilà, là, ici. Selon des témoins de la scène, tout est parti d'un banal refus des agents d'entretien de Fitnex Voyage qui exigeaient des deux gendarmes une pièce de 100 francs CFA pour s'être soulagés dans les toilettes de l'agence. Ne possédant que des billets de banque sur eux, les deux voyageurs proposent même de faire la petite monnaie pour s'acquitter de leurs dettes. Mais c'est peine perdue, les chargeurs et chefs de cabinet King Kong bondissent sur les deux gendarmes qui tentent de se défendre au milieu d'une déferlante de brutalité, jusqu'à mise à mort du sous-officier Liempeme Armel. Sur la dizaine de personnes impliquées, le chef d'agence, son adjoint et les chargeurs de la compagnie Fitnex Voyage sont interpellés pour refus de coopérer, tentative de destruction de preuves et obstruction dans une enquête pour meurtre. Méditant sur leur sort, dans les cellules de la Légion de gendarmerie du littoral, le présumé meurtrier du maréchal de logis Liempeme Armel et ses complices risquent une peine maximale si leur culpabilité est établie dans cette affaire. Son collègue, le gendarme-major Yule Yacho Aubin, est entre la vie et la mort à la garnison militaire de Douala Bonanjo. Les deux gendarmes étaient de retour de mission dans la région en crise
du Sud-Ouest. Aux dernières nouvelles, l'agence de voyage Fitnex a suspendu ses activités à Douala au lendemain de cette tragédie survenue dans son agence dans la nuit de mercredi à ce jeudi. Et parlant à présent d'un autre civil victime de torture à mort dans un commissariat à Douala, la famille accuse les fonctionnaires de police d'avoir torturé à mort l'un de leurs frères et ces actes de dénonciation qui ont fait l'objet de vives critiques à la fois de la part de la famille et des usagers. Que répondent les fonctionnaires de police mis en cause? L'autorité administrative a décidé d'ouvrir une enquête, mais aucune autorité ne souhaite réagir sur ces actes de dénonciation, de torture à mort dans un commissariat. Évocation avec Cédric Chouna et Eric Fopossi. Sur cette photo, l'image du taximan Mitterrand Dia Chwaten, décédé ce jeudi 23 juillet au centre médical d'arrondissement de Kololun. Il avait été admis après sa garde à vue au commissariat du 6e. Selon des témoignages, il aurait subi de graves sévices corporels. La compagne et l'oncle du défunt expliquent. Il m'a dit que, ouais, comme tu vois là, ils m'ont arrêté, me tabasser partout. Partout sur mon corps, partout, même la tête. Il m'a dit qu'ils m'ont ramené ici, ils m'ont enfermé. J'ai dit, est-ce que tu es un bandit? Tu as fait quoi jusqu'à ce niveau? Est-ce que le commissaire a vérifié les documents de l'enfant pour connaître s'il est clandestin ou pas? Ce qui a intervenu, ils sont arrivés, après avoir tapé l'enfant, ils ont dit que l'enfant devait leur remettre 100 000 francs et lui et le propriétaire du taxi 50 000 pour qu'on le libère. Ça n'a pas été le cas. C'est pour cette raison qu'ils ont amené l'enfant ici à l'hôpital, l'enchaîner dans son état où il était. Et il a rendu l'âme. Et quand vous arrêtez quelqu'un, vous devez l'entendre. Si s'il est fautif, c'est un chauffeur. Le tribunal est là. Vous envoyez son dossier en Dokoti. Tout serait parti d'une interpellation lundi 20 juillet suite à un mauvais stationnement sur la voie publique. Le frère de la victime, commissaire de police à Yaoundé, trouve le traitement disproportionné. J'ai insisté à rencontrer le commissaire, tout au moins pour qu'il reconnaisse les erreurs qu'il aurait commises et qui auraient conduit à la mort de notre frère. Parce que d'après ses propres déclarations, il s'agissait d'une infraction au code de la route. Mon frère, dit-il, a essayé de le traîner, nous n'étions pas là, alors qu'il était presque entré dans sa voiture. Et c'est grâce à l'intervention des 4 militaires du BBR que, dit-il, il a eu la vie sauve. Parce qu'ayant vu la scène, c'est eux qui l'ont bloqué, l'ont poursuivi, l'ont arrêté et l'ont molesté. Ils l'ont battu. Je dis, c'est des coups mortels dans tous les cas. Il est décédé de ses blessures. La famille éplorée trouve qu'on aurait pu le sauver le jour même de son interpellation. Il dit, chef, il est malade. Il a la typhoïde. Il a ses remèdes à la maison. Donnez-moi mon mari, je rentre avec lui. Il peut mourir ici, il a donné lui, il rentre avec lui. Depuis les habits qui sont sur lui. Il y avait ses habits de champ, il a changé, mais le style, j'ai oublié. C'est ça qui est encore sur lui. Il me répond que la typhoïde n'est pas une maladie. Ce n'est pas une maladie. Rendu au commissariat pour avoir la version du commissaire impliqué dans l'affaire, l'homme en tenue n'a pas souhaité s'exprimer. De même que les responsables du CMA de Kololun qui n'ont souhaité révéler les causes et les circonstances de la mort de Mitterrand Dia Chwaten. Toujours dans la ville de Douala, les pluies provoquent de graves inondations et la situation ne cesse de se dégrader dans plusieurs quartiers où l'aménagement urbain se pose avec acuité. On voit tout cela dans ce reportage que signe Xavier Foka. Les habitants des quartiers d'Inong Glacé et Newton Aéroport à Douala ont eu une journée cauchemardesque. Les eaux de pluie ont envahi toutes les rues de ces quartiers, les cours d'école et les domiciles. C'est difficile ici au quartier, Newton Aéroport. L'inondation est terrible, c'est entré dans la maison des gens et ça a emporté certaines choses dans les maisons. Donc vous voyez à l'heure que nous sortons, donc ça n'a pas été facile, c'est difficile. Difficile de se mouvoir, aussi bien pour des personnes invalides que pour des personnes valides. Ça c'est non glacé.
On a les maisons versées. Pour réussir à avancer dans ces rivières, créées à la faveur des pluies, et qui ont fait leur lit sur des rues entières, il faut faire montre de beaucoup d'ingéniosité, de précaution et de patience. Les véhicules et autres engins ne sont pas épargnés. Selon ses habitants, ces inondations sont causées par des travaux inachevés sur ces routes. Ils ont commencé le travail, ils ont cassé les maisons des gens au quartier, envoyé les gens au village, ils n'ont pas fini le travail. Il faut qu'on se dise la vérité. Ils ont creusé, ils ont disparu. Donc on ne sait pas pourquoi. Moi je ne suis pas de la mairie. Selon eux toujours, loin de les soulager, la situation est pire qu'avant. Depuis qu'on a dit qu'on a arrangé la route, l'inondation s'empire. Ça s'empire plutôt. Donc on ne voit pas le contraire comme on avait dit qu'on a arrangé la route. Et les rigoles là qu'on a arrangées, depuis qu'on a fait les rigoles, l'eau n'arrive plus à passer. Avec l'insalubrité créée par ces inondations, il faut désormais craindre la propagation du choléra qui a ressurgi dans plusieurs régions du Cameroun. Autre problème que rencontrent les Camerounais, ce sont les coupures intempestives d'électricité. Dans le département du Noun, cela fait déjà plusieurs mois que les populations de Koutaba sont privées d'énergie électrique. Une partie de cette ville est plongée dans l'obscurité. Des candidats aux examens ont du mal à se préparer pour affronter les épreuves écrites. L'activité économique y est paralysée malgré ces désagréments. Rien n'a été fait jusqu'ici pour le retour de l'électricité. C'est le constat que font nos reporters Mama Soufor, Dallas Kana et Julienne Berthe-Bissaye. Voilà déjà 6 mois que toute une partie de Koutaba est dans l'obscurité dès la tombée de la nuit. Les habitants des quartiers Landiem, Pondimoun et Koumelap sont les plus affectés. Tout ceci à cause des Néo. Depuis 6 mois, on n'a pas la lumière ici. Et on se tourne, on se demande vraiment ce qui se passe. Et on n'a jamais nous dire, nous informer, nous dire ce qui se passe. Où il faut cotiser, où on ne nous a même pas demandé. Et vraiment, nous vivons dans une atmosphère qui n'est pas bonne. Depuis, et nous n'avions pas la lumière vraiment avec tous les enfants. Des fois, on arrive à tuer les serpents dans la maison la nuit. Le serpent vient entrer, alors que quand il y a la lumière, ce serpent la fuit. Vraiment, ça nous décourage. Si cette coupure prolongée n'a pas eu un impact sur l'ensemble des élèves en cette période de crise sanitaire, les candidats aux différents examens ont été stressés, obligés d'étudier à la lampe tempête. Pour dire vrai, c'est un calvaire. C'est un calvaire. Vous avez vous-même touché du doigt. Les populations souffrent. Nous avons des élèves ici qui n'arrivent pas à apprendre. Ici, même les petites activités génératrices de revenus sont paralysées, privant des familles entières de moyens de subsistance. Voilà, la machine est abandonnée à force de lumière. Nous souffrons, nous les femmes ménagères, nous souffrons tellement. Cerise sur le gâteau, les consommateurs de ces 3 quartiers reçoivent des factures de l'entreprise en charge de la distribution de l'énergie électrique. C'est un peu surprenant, ça fait 5 mois que nous n'avons pas de lumière. Et depuis là, chaque mois, la facture tombe. 250, 100 francs. C'est pourquoi, est-ce qu'il y a encore les frais d'entretien? On ne comprend rien. Pendant ce temps, les populations se sont battues de leurs propres moyens au début pour les motiver comme ils avaient demandé, afin qu'ils viennent nous installer le transformateur. À ce jour, rien n'est fait. Ils sont vraiment abandonnés à nous-mêmes. Les factures continuent à sortir, curieusement. Plongés dans le noir depuis des mois, les habitants des quartiers Landiem, Pondimoun et Koumelap disent avoir saisi à maintes reprises les agents de la direction régionale des Néo pour l'Ouest. Je suis allé, j'ai fait la note, j'ai fait saisir, j'ai déposé à monsieur le sous-préfet, j'ai remis au commandant brigade, j'ai remis monsieur le commissaire spécial. Entre-temps, le délégué départemental des Néo est monté de Foumal. Il nous a supplié. Il a dit que sous 8 ans, on devait avoir la lumière. Sous 8 ans, nous voici encore 2 mois, plus de 3 mois, ça fait 5 mois qui finissent. On n'a pas de lumière. Sur place à Douala, nous saisissons les services compétents pour savoir pourquoi les 3 quartiers de Koutaba sont dans le noir.
Et à la suite de cette saisine des Kinox Télévision pour en savoir davantage sur les raisons de cette rupture prolongée d'électricité dans une partie de Koutaba, Eneo a réagi, reconnaissant que cette situation est liée à la défectuosité des transformateurs. Eneo précise qu'à cause de la pandémie du Covid-19, la chaîne logistique est perturbée, ce qui cause des soucis de réapprovisionnement en certains matériels, parmi lesquels les types de transformateurs adaptés au réseau de Koutaba. Néanmoins, Eneo annonce qu'une de ces localités sevrée d'énergie électrique pourra revoir la lumière d'ici le dimanche 26 juillet prochain au regard des travaux qui seront engagés, tente de rassurer ainsi Eneo Cameroun. Parlons à présent dans ce journal de cette audience qui s'est déroulée au Palais de l'Unité à Yaoundé avec la Grande-Bretagne, le haut-commissaire de Grande-Bretagne au Cameroun qui a rencontré le chef de l'État Paul Biya. Ils ont discuté durant plusieurs heures sur des aspects importants concernant la crise sanitaire au Cameroun, la situation sécuritaire dans le nord-ouest et le sud-ouest, et l'ambition des entreprises britanniques à accompagner le président Paul Biya dans la mise en œuvre de ses projets structurants et l'émergence économique au Cameroun. Et le haut-commissaire de Grande-Bretagne s'est appesanti sur la situation sécuritaire dans le nord-ouest et le sud-ouest. Il a salué les efforts du gouvernement camerounais et il a insisté pour que les deux parties aillent plus loin dans la résolution de la crise dans le nord-ouest et le sud-ouest. Je vous propose à présent d'écouter le haut-commissaire de Grande-Bretagne au Cameroun après l'audience que le chef de l'État lui a accordée au Palais de l'Unité à Yaoundé. Une discussion très productive avec son Excellence le chef de l'État. Bien sûr, vous ne vous attendez pas à ce que je rentre dans les détails, mais nous avons couvert un grand éventail de sujets. Tout d'abord, la situation sanitaire dans ce pays qui, comme partout ailleurs dans le monde, a été affecté, a été bouleversé par le coronavirus. J'ai transmis les remerciements de mon Premier ministre Boris Johnson au Président pour son soutien à la conférence sur les vaccins mondiaux et pour la généreuse contribution du Cameroun. Deuxièmement, nous avons parlé de la situation sécuritaire, en particulier dans l'extrême nord, où Boko Haram et l'État islamique sont toujours actifs, et dans le nord-ouest et le sud-ouest. J'ai salué les mesures prises par le gouvernement. J'ai exhorté également chacun à aller plus loin pour rétablir une paix et une prospérité durable. Troisièmement, nous avons parlé de l'économie et de la manière dont les entreprises britanniques peuvent aider à réaliser la vision du président pour 2030. Enfin, nous avons également discuté d'un certain nombre de défis mondiaux dans lesquels le Royaume-Uni et le Cameroun travaillent ensemble, par exemple dans le Commonwealth et sur le changement climatique. Vous venez de suivre le haut-commissaire de Grande-Bretagne au Cameroun à la suite de l'audience que le chef de l'État, Paul Biya, lui a accordée au Palais de l'Unité à Yaoundé. Et parlant de cette crise sanitaire, la situation se détériore dans la région de l'Ouest, l'une des régions les plus infectées des suites de Covid-19. Le gouverneur de l'Ouest, Awa Fonk Augustine, tense les responsables de certains hôpitaux, notamment ceux qui sont en charge des morgues, au regard de la mobilisation des populations qui violent les règles en matière de levée du corps et de cérémonies funéraires. D'autres précisions avec le Clet Sakem. Pour une énième fois, le gouverneur de la région de l'Ouest, Awa Fonk Augustine, sort de ses gonds et tonne pour une prise de conscience collective dans son territoire de compétence. Troisième foyer de contamination du coronavirus au Cameroun,
Après les régions du centre et du littoral, la région de l'Ouest aura bientôt franchi la barre des 1000 cas. Le gouverneur Awa Fonka Augustine, dans un nouveau communiqué qui vient de commettre, pointe du doigt les responsables des morgues de participer par leurs agissements à la dégradation de la situation. L'autorité constate, pour le déplorer, qu'il y a trop de frottements entre les personnes qui fourmillent désormais dans ces lieux, venant rendre hommage à leurs proches décédés. Zéro distanciation sociale, non port de masque de protection. Pourtant, même certains de ces corps sont suspectés de Covid-19. Pour stopper la saignée, le patron de la région du Soleil couchant recommande à tous les responsables des formations sanitaires disposant des morgues de bien vouloir prendre des dispositions appropriées afin que les mises en bière se déroulent désormais dans le respect des règles afférentes. Il exige de cesser que soit obligatoire le port de masque sur toute personne qui pénètre l'enceinte de ces lieux de rassemblement, la mise en place systématique des dispositifs de lavage des mains à l'entrée des morgues et que la planification des retraits des corps soit pour éviter le regroupement des différentes familles dans ces lieux. La région de l'Ouest, en date, compte, selon les chiffres officiels, 989 cas recensés, 558 guéris pour 58 décès. Le virus poursuit son aventure au sein des communautés à la recherche des âmes inconscientes ou insouciantes, d'où l'interpellation. Les statistiques le démontrent. Les chiffres au niveau de la région de l'Ouest sont en train de monter. C'est le moment de rappeler aux responsables de s'engager beaucoup plus pour sensibiliser les populations. Contrairement au Cameroun qui n'a pas confiné ses villes les plus infectées, le Zimbabwe a décidé de reconfiner certaines villes au regard de nouveaux cas positifs au Covid-19. Et sur le continent africain, en Afrique du Sud, de nombreux décès inexpliqués commencent déjà à tourmenter le corps médical infecté de suite de cette pandémie qui ne cesse de progresser sur le continent africain. On voit tout cela avec Nadine Yambo. Au Zimbabwe, après une forte hausse des cas de coronavirus dans le pays, le président Emmerson Mnangagwa décrète à nouveau un couvre-feu et reconfine sa population pour 21 jours. La réinstauration de ces nouvelles mesures de restriction a pour but d'endiguer la propagation du virus. Ces derniers jours, le nombre de contaminations a bondi de près d'un tiers pour atteindre les 1820 cas avec près d'une trentaine de décès. Dans le pays, les entreprises sont appelées à fonctionner de 8h à 15h. Les Zimbabwéens, pour leur part, sont autorisés à sortir uniquement pour acheter les produits de première nécessité ou encore pour se faire soigner. Les déplacements interurbains sont suspendus, de même que les rassemblements de plus de 50 personnes interdits. En mai dernier, le gouvernement avait levé certaines restrictions pour alléger le secteur économique. Mais ces nouvelles mesures suscitent le courroux de l'opposition qui estime que le seul but du pouvoir est de museler l'opposition. Elle appelle d'ailleurs les populations à manifester la semaine prochaine contre la corruption au sein du gouvernement. L'Afrique du Sud, 5e pays au monde touché en termes de contamination par la pandémie, enregistre ces derniers jours un nombre record de décès au coronavirus. 772 personnes ont trouvé la mort après avoir contracté le virus. Selon des chercheurs sud-africains, ces morts seraient bien plus élevées. Une récente étude publiée par ces scientifiques révèle que ces 10 dernières semaines, il y a eu 17 000 décès, soit 11 000 survenus de façon inexpliquée. Ces chercheurs concluent que ces morts seraient dues au coronavirus, car la plupart des personnes étant décédées à domicile. Il ressort que bon nombre de Sud-Africains refusent de se rendre dans les hôpitaux par crainte de se faire infecter par le virus. D'autres victimes seraient mortes de suite de VIH-Sida ou encore de tuberculose maltraitée. Au Nigeria, les agences humanitaires Action contre la faim et International Rescue Committee sont sous le choc après l'annonce de l'assassinat de 5 travailleurs humanitaires tués par des djihadistes dans le nord-est du pays. Ils avaient été enlevés le 8 juin dernier par un groupe armé dans cette région en proie à des enlèvements, attentats et assassinats de personnalités ciblées. Les combattants djihadistes affiliés au groupe État islamique Al-Qaïda avaient mis en ligne le 21 juin dernier sur des réseaux sociaux la vidéo de leur assassinat. Le président Muhammadu Buhari a exprimé sa compassion à l'endroit des familles des victimes et a promis que les djihadistes de Boko Haram seraient exterminés.
Dans le nord-est du Nigeria, les Nations Unies évaluent à plus de 7 millions le nombre de personnes qui dépendent de l'aide humanitaire. Et plus de 36 000 personnes ont été tuées depuis 2019 dans des violences au Nigeria. Dans le reste de l'actualité, le préfet de la MIFI vient d'être traduit en justice pour diffamation à l'encontre du journaliste camerounais de renommée internationale Alain Foka. Il a saisi ses avocats, maître Franck Api, maître Josette Kadi et maître Alice Com, afin qu'une citation directe soit introduite au tribunal de première instance à Bonanjo. L'affaire porte sur des propos et allégations inexactes portant à l'attente d'Alain Foka et concernant la gestion du projet humanitaire Un toit pour les sinistrés de la catastrophe survenue en Gouaché à Bafoussam. Je vous propose d'écouter à présent ce morceau choisi de l'intervention de Maître Alice Com, l'une des avocates d'Alain Foka, qui revient sur la procédure enclenchée et les motivations d'une telle plainte à l'encontre du préfet de la MIFI. Je suis venu ici en compagnie de plusieurs de mes confrères, dont Maître Joseph Kadji, dont Maître Api Dieudonné, dont le bâtonnier Nye Kamga, pour soutenir la citation directe que nous avons introduite au tribunal pour le compte de M. Alain Foka contre M. Chaïbou, ci-devant préfet à Bafoussam, qui a tenu des propos diffamatoires repris par les médias en disant que l'acte de générosité, l'acte de solidarité extrême que M. Foka avait organisé avec des personnalités, des anonymes et des institutions, etc., était une vaste escroquerie internationale destinée à faire entrer de l'argent dans les poches de Mme Foka, qui allait ainsi s'enrichir à travers les marchés. Imaginez quand, au moment où tout ce monde-là se met en branle, où les maisons commencent à sortir du sol, les autorités locales, les élus et surtout les autorités administratives stoppent tout et tiennent ce genre de propos. Nous sommes dans un pays qui s'est transformé le paradis en enfer. C'est comme ça que la fête, par exemple, de la Cannes est devenue un enfer. C'est comme ça que la Camer, qui devait être une fierté nationale, est devenue un cauchemar. Et d'autres cas. Maître Alice Com, qui fait partie du conseil juridique d'Alain Foka. Il y a également Maître Dieudonné Api et Maître Josette Kadi qui se sont constitués dans le cadre de cette affaire de diffamation. Le préfet de la MIFI traduit en justice par Alain Foka. Après la controverse sur la loi régissant le fonctionnement et l'organisation des activités culturelles, l'épineuse question de répartition des droits d'auteur de l'art musical n'a pas encore été résolue. L'heure est au toilettage du fichier des artistes musiciens. L'examen de certains dossiers a permis de détecter des cas de plagiat d'œuvres proposées. C'est du moins ce que révèle la commission d'identification et de classification de la SONACAM. D'autres détails avec Emmanuel Diop et Marcelin Gansop. Sur la table des membres de la commission d'identification, d'admission et de classification, des centaines de dossiers à épulcher. Une accumulation qui s'explique par le non-respect de la fréquence normale de la tenue des travaux de la dite commission. Nous sommes en train d'étudier les dossiers qui ont été déposés pour postuler à adhérer à la SONACAM. Donc ces dossiers-là que nous sommes donc en train de nettoyer, puisqu'il y a des dossiers qui arrivent sans titre, sans chanson, sans même l'adhésion. Donc l'identification, c'est pour avoir des vrais artistes dans la société. Il y a donc du pain sur la planche pour les 10 membres qui composent cette commission. De nombreux dossiers comportant des irrégularités qu'il faut réparer. La plupart, c'est des dossiers qui n'ont pas le nombre de titres requis. Parce qu'il faudrait avoir au moins 6 titres pour être admis. En dehors des titres, nous vérifions l'authenticité même de l'artiste, si c'est véritablement le nom qui est là, la photo. Nous écoutons les titres, nous écoutons tous les titres. Il y a des gens qui plagient. Il y a certains qui peuvent interpréter la chanson d'un autre artiste, mais qui ne le soulignent pas, dans l'affiche. Alors, il faut noter dans l'affiche que cette chanson, c'est une interprétation de l'artiste tel. Il y a beaucoup qui ne le font pas. Des manquements et bien d'autres qui sont sanctionnés par le rejet pur et simple des dossiers à problème.
Mais la porte n'est pourtant pas fermée à ceux des postulants qui se voient offrir une séance de rattrapage. On va appeler les ayants droit à venir compléter pour ceux qui ne sont pas complets et ceux qui ont fait le plagiat de venir donner les vrais auteurs des chansons qu'ils ont plagiées. Ceux qui sont déjà adhérents, on va les classer par catégorie s'ils ont déjà atteint les dates de limite fixées par rapport à la catégorisation. Les travaux de la commission d'identification, d'admission et de classification sont d'autant plus importants qu'ils permettent à la SONACAM de disposer d'un fichier actualisé et baliser la voie en vue de la répartition imminente des droits d'auteur. Les artistes ne doivent pas confondre cette commission à la répartition, puisque la répartition, c'est pour donner de l'argent. Mais avant de donner de l'argent, on doit déjà connaître qui vous êtes avant de recevoir ces droits. 101 millions de francs CFA sont à repartir aux artistes musiciens et autres ayant droit dans quelques jours. Le temps pour la commission de répartition d'accorder toutes les notes afin d'éviter justement toute fausse note. Hans-Peter Chadec salue la coopération fructueuse entre l'Union européenne et le Cameroun. Le chef de la délégation de l'Union européenne au Cameroun, arrivé en fin de séjour, s'est entretenu avec le ministre des Finances, Louis-Paul Metazé. Les deux personnalités ont passé en revue quelques pans de cette coopération, notamment dans le domaine des finances publiques et l'appui de l'Union européenne en ces temps de crise sanitaire. Je vous invite à présent à suivre Hans-Peter Chadec, ambassadeur, chef de la délégation de l'Union européenne au Cameroun, arrivé en fin de séjour. Au niveau des réformes des finances publiques, où nous sommes un partenaire de longue date du Cameroun. Donc ce sont d'autant plus des questions qui restent d'actualité sur lesquelles le ministère travaille, le ministre travaille, mon successeur va travailler aussi en partenariat. Donc je souhaite que cette coopération étroite se poursuive aussi bien dans le futur. Bon, c'était 3 années denses, je dirais, et évidemment plein de défis au-delà du travail, disons, des routines, mais ce qui s'est ajouté à la fin, c'est la crise de Covid qui intervient depuis le mois de mars environ, qui frappe l'économie mondiale, qui frappe l'Europe, qui frappe le Cameroun. Et il est important d'ajuster les politiques, d'actualiser les prévisions et de faire en sorte que la reprise soit efficace et soit couronnée de succès. Au-delà de ces recommandations du chef de la délégation de l'Union européenne, le président du JICAM, Célestin Tawamba, est encore monté au créneau pour demander au gouvernement camerounais d'accélérer la mise en œuvre d'un véritable plan de relance économique. Il a également insisté sur le fait que la période visant la mise en place des mesures d'accompagnement économique soit étendue sur l'ensemble de l'année 2020 et que soit suspendu jusqu'à la fin de l'exercice 2020 les contrôles fiscaux, les contrôles CNPS, douaniers de toute nature et tout contrôle diligenté par d'autres administrations publiques. Il a exhorté le gouvernement camerounais à poursuivre le remboursement systématique des crédits de TVA avec une accélération de la procédure de validation. C'est ainsi que s'est exprimé Célestin Tawamba, président du groupement interpatronal du Cameroun. Nous y reviendrons. Un public reportage dans ce journal, Orange Cameroun soutient le gouvernement et les populations camerounaises dans la lutte contre la pandémie du Covid-19. Une nouvelle offre de nouveaux dons ont été faits au gouvernement camerounais en termes de kits et de matériel médical indispensable dans la prise en charge des cas de Covid-19 et d'autres équipements nécessaires pour faire face à la pandémie. Reportage. Du savon et des récipients adaptés au lavage des mains, des cache-nez confectionnés en tissu, la Fondation Orange se déploie dans la lutte contre la pandémie à Covid-19. C'est donc ce matériel, efficace dans la protection contre la maladie, qui a été remis à la mairie de Douala 5e, avec qui Orange Cameroun entretient depuis de nombreuses années un partenariat de qualité. Orange, à travers sa fondation, a tenu à apporter un soutien aux mairies qui sont plus proches des populations. Nous avons, dès la déclaration de cette pandémie, apporté un soutien assez important aux autorités publiques au niveau central
Mais cela n'empêche que le besoin se ressent à tous les niveaux et il est important pour nous donc de nous rapprocher de ceux qui sont vraiment tous les jours au quotidien aux côtés des populations, qui connaissent les difficultés auxquelles ces populations font face. Nous avons donc ce jour émis un kit de prévention du Covid-19, 50 sous robinet, 50 cartons de savon et 3000 masques en tissu. Pour recevoir le don, le maire de la commune d'arrondissement de Douala 5, accompagné de ses adjoints. Je voudrais exprimer ma gratitude à l'endroit d'Orange, à travers le secrétaire général de la Fondation, pour ce geste qui vient nous accompagner dans la lutte contre la pandémie. Comme d'autres donateurs, nous en faisons toujours bon usage en transmettant ces dons à qui de droit pour la même cause. Orange est une entité qui nous accompagne tout le temps, avec qui nous travaillons tout le temps. C'est pour cette raison que j'ai demandé d'abord, j'ai dit à Madame le secrétaire général, merci, et qui dit merci, en demande encore. Avec cet autre don, Orange Cameroun, au travers sa fondation, démontre son engagement à voir le Cameroun être débarrassé au plus vite de cette pandémie qui paralyse l'ordre des choses. En plus du don effectué à la mairie de Douala 5e, 180 millions de francs CFA de dons en matériel médical et sanitaire ont été faits au ministère de la Santé. D'autres mairies du Cameroun vont recevoir dans les jours à venir la visite de la Fondation Orange. Mesdames, Messieurs, c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Juste après cette édition de 20h, retrouvez Serge Alain Autou et ses invités pour le débrief du journal sur le plateau d'Equinox Soir. Serge Alain. La gendarmerie nationale est en deuil. Le maréchal de logis Armel Liempeme n'est pas mort au front, mais plutôt à Finex Voyage, ici à Douala. C'est l'utilisation des toilettes payantes qui a engendré une violente dispute entre ce gendarme et des manutentionnaires. Il s'en est suivi une bagarre, des gourdins et armes blanches sont entrés en scène. Ce gendarme a été assommé à mort. Il a rendu l'âme sur le champ. Son frère d'armes qui a voulu l'extirper des griffes de ses bourreaux a lui aussi été pris à partie. Il est entre la vie et la mort. Vous avez vu dans ce journal ces images choquantes de la scène tragique qui s'est produite dans la nuit de mercredi à jeudi à l'agence Finex à Douala. C'est Jalin. Voilà, l'autre gendarme, c'est Yule Chateau Aubin. Gendarme-major, je crois bien. Ça, c'est les informations que nous avons reçues. Madame, Monsieur, c'est donc l'essentiel Equinox Soir, deuxième partie. Bonne soirée à vous, Cédric. Bonne soirée à vous, Serge Alain. Rendez-vous lundi. 20h.